silhouette austère était illuminée par le tableau de bord, tandis qu'il roulait distraitement, absorbé par les souvenirs d'une réunion tendue tenue quelques heures plus tôt. Alors qu'il tournait dans une petite rue pavée du 11e arrondissement, une ombre surgit soudainement sous ses phares. Une femme, courant sous une pluie battante, tentait d'éviter une flaque d'eau. Tout arriva en une fraction de seconde. Les pneus crissèrent, l'écho du choc résonna dans la rue vide et le corps frêle de la femme s'écroula lourdement sur le trottoir. Jacques arrêta le moteur, le souffle coupé, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» murmura-t-il en sortant du véhicule. Le froid mordait ses mains nues alors qu'il s'agenouillait près de la victime. Elle était étendue, inconsciente, sa robe usée collée à son corps trempé. Son visage, partiellement caché par une mèche de cheveux mouillés, captiva Jacques. Une sensation étrange d'effroi et de familiarité l'envahit. Il attrapa son téléphone et appela les urgences. « Allô ? C'est une urgence ? Une femme a été renversée par une voiture. Envoyez une ambulance rue Sainte-Maure, vite !» Sa voix tremblait, un contraste saisissant avec son ton habituellement autoritaire. En attendant les secours, Jacques resta près d'elle, observant chaque détail de son visage. Il n'avait jamais été un homme superstitieux, mais quelque chose dans cette rencontre le perturbait. Les sirènes de l'ambulance brisèrent le silence oppressant de la rue. Les paramédics travaillèrent rapidement, soulevant le corps frêle sur une civière. « Elle respire, mais son état est critique. Vous l'avez trouvée comme ça ?» demanda un secouriste. Jacques, le regard perdu, acquiesça d'un mouvement lent. Une fois à l'hôpital, Jacques insista pour rester, ignorant les appels de ses assistantes et les messages de son conseil d'administration. La femme n'avait aucun papier sur elle, rien pour l'identifier. Les médecins confirmèrent qu'elle était dans un coma profond. En errant dans les couloirs de l'hôpital, Jacques fut frappé par un souvenir qu'il n'avait pas revisité depuis des décennies. Le visage de cette femme lui rappelait quelqu'un qu'il avait autrefois aimé. Le cœur lourd, il murmura pour lui-même « Et si c'était elle ?» Ou pire, quelqu'un qu'elle aurait laissé derrière. Le doute s'installait, et avec lui, une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Chapitre 2. Fragment d'un passé oublié. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux de la chambre de Jacques, mais il n'avait pas dormi. Assis dans son bureau cossu, une coupe de vin non terminée à la main, il revoyait les événements de la nuit. Ses pensées tournaient en boucle, comme un disque rayé. Il ne pouvait pas éviter le regard de cette femme, un regard figé dans un moment de douleur et de confusion, un regard qui semblait lui parler d'une époque révolue. Décidé à trouver des réponses, il fit appel à un investigateur privé, un certain Clément Roche, réputé pour son talent à rassembler les morceaux d'histoire fragmentés. « Je veux tout savoir sur cette femme. » Amélie Marchand. Découvrez qui elle est, d'où elle vient et surtout pourquoi son visage m'est familier. La voix de Jacques, bien que calme, trahissait une urgence palpable. En attendant les résultats de l'enquête, Jacques passait chaque soir à l'hôpital. La chambre d'Amélie était baignée dans une lumière tamisée, le bruit régulier des machines maintenant une présence presque hypnotique. Jacques observait son visage. Un visage marqué par les durs labeurs d'une vie simple. Ses mains, abîmées par le travail, étaient le reflet d'une réalité bien différente de la sienne. Chaque soir, il sentait monter en lui une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, la culpabilité. Une semaine après l'accident, Clément Roche revint avec des informations. « Monsieur Delacroix, j'ai trouvé des éléments qui pourraient vous intéresser. Cette femme, Amélie Marchand, est originaire d'un petit village dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Sa mère, une certaine Jeanne Marchand, était une couturière très respectée dans sa communauté. Cependant, il semble qu'elles aient dû fuir ce village dans des circonstances troublantes, il y a plus de 30 ans. Jacques fronça les sourcils, le nom Jeanne Marchand, résonnant dans son esprit comme une cloche lointaine. Il se souvint d'un été dans sa jeunesse, passé dans ce même village. Jeanne était alors une jeune femme pleine de vie et de rêves, avec laquelle il avait vécu une brève mais intense histoire d'amour avant de partir brusquement pour Paris, laissant derrière lui des promesses non tenues. De retour à l'hôpital, il s'installa à nouveau près du lit d'Amélie. Cette fois, il sentait un poids plus lourd sur ses épaules. Et si elle était le fruit de cet été oublié? Cette pensée, bien qu'encore incertaine, commençait à tisser une toile complexe d'émotions, de remords et de responsabilités. Le passé qu'il avait si soigneusement enfoui semblait prêt à refaire surface,
menaçant de bouleverser le présent de façon irrévocable. Chapitre 3. Silence qui crie. Amélie émergea lentement du coma, comme si elle nageait à travers une mer obscure vers la lumière. Ses paupières papillonnèrent, et ses premiers mots furent un murmure inaudible. Une infirmière accourut, informant Jacques, qui attendait dans le couloir, que la patiente avait enfin repris conscience. Il sentit une vague de soulagement mêlée d'appréhension. Qu'allait-elle dire? Se souvenait-elle de l'accident? Lorsqu'il entra dans la chambre, leurs regards se croisèrent pour la première fois. Amélie le fixa, ses yeux cernés et remplis de confusion. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix rauque et fragile. Jacques sentit un poids se lever de sa poitrine. Elle ne le reconnaissait pas. « Je suis Jacques Delacroix, celui qui vous a trouvé après votre accident. J'ai veillé à ce que vous receviez les meilleurs soins, » répondit-il, son ton mesuré masquant son agitation intérieure. Amélie hocha lentement la tête, mais une étincelle de doute semblait éclairer ses traits. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, mais elle ressentait une étrange familiarité dans son regard. Les jours suivants, Jacques multiplia les visites, prétextant s'intéresser à son rétablissement. Amélie, bien que reconnaissante, ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi cet homme, visiblement issu d'un monde si différent du sien, s'impliquait autant. Ses souvenirs étaient fragmentés, des morceaux d'images floues et de sensations inexplicables. Chaque soir, seule dans sa chambre, elle tentait de réassembler les pièces de ce puzzle. Un jour, alors que Jacques apportait un bouquet de pivoine, elle lui posa une question directe. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ? Vous ne me connaissez pas. » Jacques resta silencieux un instant, cherchant les bons mots. « Parce que je me sens responsable, et peut-être parce que vous me rappelez quelqu'un. » Cette réponse, bien que sincère, n'était qu'une partie de la vérité. Pendant ce temps, Clément Roche poursuivait ses recherches et découvrit une information cruciale. Le nom de Jacques figurait dans des registres liés à Jeanne Marchand. L'investigateur, toujours discret, décida de révéler ses découvertes à Jacques avant de poursuivre. Lors de leur rencontre, Clément posa un dossier épais sur le bureau de Jacques. « Vous êtes plus lié à cette femme que vous ne le pensiez, monsieur Delacroix. Je vous conseille de lire ceci attentivement. » Ce soir-là, seul dans son bureau, Jacques ouvrit le dossier. Les photographies jaunies, les lettres manuscrites et les actes de naissance fragmentés confirmaient une vérité qu'il craignait de plus en plus. Il murmura dans un souffle « Amélie, tu es ma fille. » Chapitre 4. Le poids de la culpabilité. Le lendemain matin, Jacques se rendit à l'hôpital avec le dossier dans une mallette en cuir, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de l'anxiété. En traversant les couloirs austères, il se demanda comment aborder Amélie. Comment lui dire qu'il était plus qu'un étranger? Lorsqu'il arriva devant sa chambre, il resta un moment immobile, la main sur la poignée, hésitant entre entrer ou fuir. Mais avant qu'il ne prenne une décision, la porte s'ouvrit brusquement. Une infirmière en sortit et lui lança un sourire professionnel. « Elle vous attend. Elle semble en meilleure forme aujourd'hui. » Amélie était assise dans son lit, un livre ouvert sur ses genoux. Elle leva les yeux en entendant Jacques entrer. « Vous revoilà » dit-elle, son ton teinté d'une douce curiosité. Jacques posa la mallette près de la chaise et prit place à ses côtés. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-il, tentant de dissimuler son agitation derrière une conversation banale. « Mieux, je suppose, mais toujours des trous, des morceaux manquants, » répondit-elle en touchant doucement sa tempe. Elle observa Jacques avec plus d'attention. « Et vous? Vous avez l'air soucieux !» Jacques esquissa un sourire nerveux. « Je crois que nous avons beaucoup à discuter, mais pas tout de suite. Vous avez besoin de repos. » Amélie fronça légèrement les sourcils, mais n'insista pas. Elle se contenta d'un léger hochement de tête, visiblement épuisée. En quittant la chambre, Jacques croisa Clément dans le couloir. L'investigateur avait une expression grave. « Monsieur Delacroix, il y a un autre élément que vous devriez savoir. » Jacques le suivit jusqu'à un coin isolé de l'hôpital. Clément tendit un autre document. Une enquête récente montre que l'accident pourrait ne pas avoir été entièrement accidentel. Le camion de livraison qui a forcé Amélie à se précipiter sur la route appartenait à une entreprise en liquidation, contrôlée par l'un de vos anciens partenaires d'affaires. Jacques sentit une vague de colère monter en lui. « Vous insinuez que cela a été planifié ? Pourquoi ?» Clément haussa les épaules.
Ça, peut-être une tentative de vous atteindre indirectement. Mais nous devons approfondir. Ce soir-là, alors qu'il réfléchissait à cette nouvelle révélation, Jacques réalisa qu'il devait accélérer le processus de vérité avec Amélie. Il ne pouvait plus se permettre d'attendre, ni de protéger son secret. Dans son bureau, il ouvrit le dossier une nouvelle fois, ses yeux s'arrêtant sur une photographie jaunie de Jeanne Marchand tenant un bébé dans ses bras. La ressemblance entre ce bébé et Amélie était troublante. Il reprit le chemin de l'hôpital, cette fois déterminé à commencer à révéler une partie de la vérité. Lorsqu'il entra dans la chambre d'Amélie, il trouva un médecin en train de vérifier ses constantes. Jacques patienta, fixant silencieusement les mouvements précis et méthodiques du professionnel de santé. Une fois le médecin parti, il s'assit à côté d'elle, le dossier entre les mains. « Amélie » commença-t-il, sa voix douce mais ferme, « je dois vous parler de quelque chose de très important. Cela pourrait vous aider à comprendre qui vous êtes et peut-être qui je suis. » Les yeux d'Amélie s'agrandirent légèrement, sa curiosité éveillée par le ton solennel de Jacques. « Je suis prêt à vous raconter une histoire que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. » Chapitre 5. Révélation dans la pénombre. Le silence dans la chambre était assourdissant après les derniers mots de Jacques. Amélie, surprise, recula légèrement sur son oreiller, ses mains serrées sur la couverture. « Quelle histoire ?» demanda-t-elle, une pointe de méfiance dans la voix. Jacques inspira profondément et ouvrit la mallette, en sortant une photo jaunie et quelques lettres pliées avec soin. « Il y a plus de 30 ans, commença-t-il, fixant la photo dans ses mains. J'ai rencontré une femme, Jeanne. Elle était différente de toutes les autres, spontanée, vivante, pleine de rêves. Nous avons partagé quelque chose de profond, mais j'étais jeune et lâche. J'ai fait des choix égoïstes. » Amélie écoutait, ses sourcils froncés, un mélange d'incompréhension et de suspicion se formant sur son visage. Jacques continua, incapable de détourner les yeux du passé qu'il était en train de revivre. « Je l'ai laissée, j'ai fui mes responsabilités. Mais avant de partir, je savais qu'elle était enceinte. Je savais, et je n'ai rien fait. » Sa voix se brisa légèrement, mais il se reprit, serrant les lettres entre ses doigts. Amélie secoua lentement la tête. « Vous voulez dire ?» Elle ne finit pas sa phrase, incapable de formuler l'idée qui germait en elle. Jacques hocha la tête, son regard lourd de regret. « Oui, Amélie, Jeanne était votre mère, et je suis votre père. » Un silence glacial envahit la pièce. Amélie semblait figée, son esprit essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Elle finit par éclater dans un rire nerveux, presque hystérique. « C'est une blague, n'est-ce pas? Vous êtes venu ici, vous avez causé cet accident, et maintenant vous inventez cette histoire? Pourquoi? Pour apaiser votre conscience ?» Sa voix monta d'un cran, résonnant dans la petite chambre. Jacques ne tenta pas de la calmer. Il s'attendait à cette réaction. « Je comprends que c'est beaucoup à digérer, mais tout ce que je dis est vrai. » Il posa les lettres sur la table de chevet, à portée de main d'Amélie. « Ces lettres sont de votre mère. Elles expliquent tout. » Amélie détourna les yeux, refusant de regarder les preuves. Une larme silencieuse coula sur sa joue, mais elle la balaya rapidement. « Vous avez abandonné ma mère, vous l'avez laissée seule. Pourquoi pensez-vous que je pourrais vous pardonner ?» Jacques, accablé par la douleur de ses propres actions, baissa la tête. « Je ne demande pas votre pardon, Amélie. Je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez la vérité, même si elle me condamne à vos yeux. » Amélie resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant. Enfin, elle tourna légèrement la tête vers les lettres, mais ne fit pas le geste de les prendre. Jacques comprit qu'il avait semé une graine, mais qu'il faudrait du temps pour qu'elle pousse. Avant de quitter la pièce, il se retourna une dernière fois. « Je resterai ici aussi longtemps que vous le voudrez, ou aussi longtemps que vous aurez besoin de réponses. » Il referma doucement la porte derrière lui, laissant Amélie seule, avec les fragments de son passé. Dans le couloir, Jacques trouva Clément qui l'attendait, l'air préoccupé. « Monsieur Delacroix, j'ai reçu des informations supplémentaires sur l'accident. Il semble qu'un des camions impliqués appartenait à une société récemment liée à des activités suspectes. » Jacques serra les poings, sentant une nouvelle vague de colère et d'impuissance monter en lui. « À continuer à creuser, Clément. Je veux savoir exactement qui est derrière tout cela. » Pendant ce temps, dans la chambre, Amélie, malgré sa colère, tendit finalement la main vers les lettres, ses doigts tremblants alors qu'elle dépliait la première. Les mots écrits par sa mère semblaient murmurer à travers les années, apportant des réponses qu'elle n'avait jamais pensé chercher. Chapitre 6. Lien de sang. Dans la pénombre de sa chambre,
Amélie lut les lettres une par une. Chaque mot résonnait comme une confession venue d'un autre temps, une voix de sa mère, Jeanne, s'élevant à travers les années. Les lettres racontaient l'amour passionné mais éphémère entre Jeanne et Jacques, les promesses non tenues, et enfin la décision déchirante de Jeanne d'élever Amélie seule. Dans une des lettres, Jeanne écrivait « Il n'a jamais su à quel point je l'aimais, ni combien je lui en voulais, mais malgré tout, je veux qu'il sache que tu es la plus belle chose que nous ayons créée. » Ces mots percèrent Amélie comme une lame. Elle posa les lettres sur ses genoux, les mains tremblantes. L'homme qu'elle blâmait pour l'abandon de sa mère semblait soudain plus complexe, plus humain, mais la douleur restait vive. Le lendemain, Jacques, fidèle à sa promesse, revint à l'hôpital. Cette fois, Amélie ne le repoussa pas immédiatement. Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait une vérité cachée dans ses traits. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi, après tout ce temps ?» demanda-t-elle enfin, sa voix empreinte d'un mélange de colère et de curiosité. Jacques inspira profondément. « Parce que je ne pouvais plus fuir. Cet accident, ce n'était pas un hasard. Je ne parle pas seulement de la route cette nuit-là, mais de la vie. Peut-être que c'était ma dernière chance de faire ce qui est juste. » Amélie haussa un sourcil. « Juste, vous pensez pouvoir réparer 30 ans de silence avec quelques mots et une poignée de lettres ?» Sa voix était froide, mais ses yeux trahissaient une douleur plus profonde. Jacques baissa les yeux, incapable de répondre. « Non, je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, mais je peux essayer d'être là maintenant, si vous me le permettez. » Alors que Jacques se retirait de la chambre, Clément l'attendait dans le hall avec de nouvelles informations. « Monsieur Delacroix, j'ai découvert que la société propriétaire du camion appartient à un ancien associé d'affaires que vous avez évincé lors d'une fusion. Il semble qu'il cherchait à se venger. » Jacques serra la mâchoire, une colère froide montant en lui. « Et Amélie était un dommage collatéral dans sa vendetta ?» Clément hocha la tête. « C'est ce que tout indique, mais il reste des zones d'ombre. » Jacques posa une main sur l'épaule de Clément. « Continuez à creuser. Je veux chaque détail. » Pendant ce temps, Amélie, seule dans sa chambre, réfléchissait. Elle repassait les mots de sa mère dans sa tête, les confrontant aux paroles de Jacques. Une partie d'elle voulait rejeter cet homme qui incarnait des années de souffrance, mais une autre, plus silencieuse, murmurait qu'il méritait peut-être une chance. Avant de s'endormir, elle murmura pour elle-même « Peut-être que la vérité est plus compliquée que je ne le pensais. » Chapitre 7. Chapitre 7. Vérité qui libère. Le matin suivant, Amélie était éveillée avant même que les rayons du soleil n'illuminent sa chambre d'hôpital. Ses pensées tournaient en boucle entre les lettres de sa mère et les mots de Jacques. Lorsqu'il entra avec un léger hochement de tête, elle le fixa, les bras croisés. « Ah, vous voulez être là maintenant ? Très bien, alors dites-moi tout, pas seulement sur ma mère, mais sur vous. Qui êtes-vous vraiment, Jacques Delacroix ?» Jacques resta silencieux un instant, le poids de sa réponse pesant lourdement sur ses épaules. « Je suis un homme qui a fait des choix égoïstes. J'ai sacrifié des relations pour le pouvoir, des promesses pour l'ambition, mais je ne veux plus être cet homme. Vous méritez la vérité. » Il sortit un dossier de sa sacoche, rempli de documents sur ses entreprises, ses partenariats et ses conflits. Amélie lut rapidement les pages qu'il lui montra, découvrant une vie d'affaires marquée par des rivalités acharnées et des décisions discutables. Puis, il posa la dernière pièce sur la table, une photo de Jeanne et lui, jeunes et souriants, prise dans un été qui semblait appartenir à une autre vie. C'était elle qui me ramenait à l'essentiel. Et quand je l'ai perdue, j'ai tout enterré. Amélie prit la photo entre ses doigts, son cœur battant à toute vitesse. « Vous étiez heureux avec elle ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Jacques hocha la tête, les yeux brillants d'un éclat mélancolique. « Plus que je ne le mérite. » Alors qu'ils échangeaient ces fragments du passé, Clément Roche arriva avec un regard grave. « Monsieur Delacroix, j'ai terminé l'enquête. Le camion et la société impliquée dans l'accident appartiennent à un certain Alain Verdier. Vous vous souvenez de lui ?» Jacques plissa les yeux, se souvenant d'un homme qu'il avait écarté de son chemin professionnel il y a des années. « Verdier, » murmura-t-il, « il n'a jamais accepté sa défaite. Mais impliquer Amélie dans sa vengeance, c'est au-delà de tout. » Clément hocha la tête. « J'ai découvert qu'il a également tenté d'obtenir des informations sur votre lien avec Amélie. Il semble qu'il ait découvert votre connexion bien avant l'accident. » Amélie, qui écoutait en silence, se leva lentement du lit,
son regard oscillant entre Jacques et Clément. « Alors, tout cela n'était pas un accident? Il a utilisé moi pour vous atteindre ?» Jacques se tourna vers elle, son expression empreinte de culpabilité et de colère. « Oui, et je ne laisserai pas cela impuni. » Pour la première fois, Amélie vit une étincelle de détermination dans les yeux de Jacques, qui ne semblait pas motivé par l'égoïsme, mais par une volonté de protéger. « Alors, que faisons-nous » demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Jacques posa une main sur son épaule avec un mélange de douceur et de respect. « Nous faisons face, ensemble. » Le reste de la journée fut marqué par des conversations intenses, des plans élaborés et une complicité naissante entre un père et une fille tentant de réparer ce qui avait été brisé. Mais dans l'ombre, Alain Verdier préparait son prochain coup, prêt à plonger Jacques et Amélie dans un chaos encore plus profond. Chapitre 8. L'épreuve du feu. La tension était palpable alors que Jacques et Amélie continuaient de construire leur plan pour affronter Alain Verdier. Ils savaient qu'ils ne reculeraient devant rien pour les détruire. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Verdier était prêt à accélérer son agenda de vengeance. Une semaine après leur dernière discussion avec Clément Roche, une tragédie frappa. En pleine nuit, une alarme incendie retentit dans l'hôpital. Amélie, à demi éveillée, sentit une épaisse fumée envahir sa chambre. Elle paniqua, cherchant à tâtons ses affaires alors que la chaleur se faisait de plus en plus intense. Des cris résonnaient dans les couloirs. Le personnel s'activait pour évacuer les patients. Jacques, qui venait tout juste de quitter l'hôpital après une longue visite, fut alerté par un appel. « Monsieur Delacroix, il y a un incendie à l'hôpital où se trouve Amélie. Nous ne savons pas encore si elle a été évacuée. » Sans réfléchir, il fit demi-tour, son cœur battant à tout rompre. À son arrivée, le bâtiment était en proie aux flammes. Les pompiers tentaient de contenir l'incendie, mais la situation semblait hors de contrôle. Jacques se précipita vers un officier des pompiers. « Ma fille est là-dedans. Elle est au 3e étage !» cria-t-il, ignorant les tentatives du pompier de le calmer. Pendant ce temps, Amélie, piégée dans sa chambre, luttait pour trouver un moyen de sortir. La porte était bloquée et les fenêtres étaient scellées. La fumée devenait insupportable et elle toussait violemment, ses forces diminuant. Alors qu'elle perdait espoir, elle entendit une voix familière crier son nom. Jacques, déterminé à la sauver, avait réussi à passer entre les lignes des pompiers et à entrer dans le bâtiment. Il grimpa les escaliers enfumés, chaque pas une lutte contre la chaleur écrasante. Lorsqu'il atteignit le 3e étage, il trouva Amélie accroupie près de son lit, sa respiration faible. « Papa » murmura-t-elle, à moitié inconsciente. Jacques, emporté par une vague d'émotion et d'adrénaline, la souleva dans ses bras. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Avec une détermination surhumaine, Jacques parvint à la ramener à travers les flammes jusqu'à l'extérieur. Lorsqu'ils émergèrent du bâtiment, les pompiers les entourèrent immédiatement. Jacques, les vêtements en lambeaux et le visage noirci par la fumée, serra Amélie contre lui, refusant de la lâcher. Alors qu'elle recevait de l'oxygène et que les médecins l'examinaient, Jacques s'effondra à côté d'elle, épuisé. « Je ne te laisserai jamais tomber » murmura-t-il, avant de perdre connaissance. Les jours suivants, Jacques se retrouva à l'hôpital, cette fois en tant que patient. Ses brûlures et son inhalation de fumée nécessitaient des soins, mais il se remettait lentement. Amélie, assise à son chevet, le regarda avec une gratitude silencieuse. Elle réalisa qu'au-delà de ses erreurs passées, cet homme était prêt à tout pour elle. Cependant, le répit fut de courte durée. Clément Roche arriva avec des nouvelles inquiétantes. Monsieur Verdier n'a pas été directement lié à l'incendie, mais nous avons trouvé des preuves qu'il avait financé des activités douteuses autour de l'hôpital. Il semble que cet incendie ait été déclenché pour vous envoyer un message. Amélie serra les poings, sa colère montant. « Alors il voulait nous faire peur ? Eh bien, ça ne marchera pas. Nous devons le confronter. » Jacques hocha faiblement la tête, un regard déterminé dans ses yeux fatigués. « Cette fois, nous le ferons ensemble. » Leur résolution était plus forte que jamais. Mais Verdier n'avait pas dit son dernier mot, et le jeu dangereux qu'il avait commencé allait bientôt atteindre son apogée. Chapitre 9. Sacrifice et rédemption. Le calme apparent qui suivit l'incendie fut de courte durée. Jacques et Amélie, bien que blessés physiquement et émotionnellement, étaient déterminés à ne plus se laisser manipuler par Alain Verdier. Clément Roche, fidèle à son rôle, leur fournit un dossier complet sur les activités illégales de Verdier,
comprenant des preuves accablantes liant ce dernier à des pratiques de sabotage et à des menaces contre d'autres anciens associés. « Ce n'est pas seulement vous qu'il veut détruire, monsieur Delacroix, » expliqua Clément lors d'une réunion discrète. « Il a bâti tout un réseau pour intimider quiconque se met en travers de son chemin. Mais nous avons maintenant de quoi agir. » Jacques hocha lentement la tête, son esprit calculant déjà les prochaines étapes. Amélie, pour sa part, ressentait une rage nouvelle. Elle ne voulait plus être une victime dans ce jeu dangereux. « Je veux l'affronter, moi aussi », déclara-t-elle avec une détermination qui surprit même Jacques. « Ce n'est pas seulement votre combat, c'est le mien maintenant. » Un plan fut élaboré pour attirer Verdier dans une confrontation publique. Jacques organisa une conférence de presse sous prétexte de faire une grande annonce d'affaires. L'objectif, exposer Verdier devant les médias et mettre fin à son règne de terreur. Amélie insista pour être présente, bien que Jacques tenta de la dissuader. « Tu as déjà trop risqué », lui dit-il. Mais elle secoua la tête. « Je n'ai rien à perdre, et vous non plus. » Le jour de la conférence, la tension était palpable. La salle était remplie de journalistes et de caméras, tous curieux de découvrir ce que Jacques Delacroix avait à dire. Lorsque Verdier entra, son sourire arrogant ne passa pas inaperçu. Il s'approcha de Jacques, chuchotant avec mépris « Vous jouez avec le feu, Delacroix, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Jacques le fixa avec un calme glacial. « Nous verrons. » Alors que la conférence débutait, Jacques révéla lentement les preuves contre Verdier, projetant des documents et des enregistrements qui démontraient ses méfaits. Verdier, d'abord confiant, devint de plus en plus agité. Les journalistes, sentant l'odeur du scandale, bombardèrent Verdier de questions, l'encerclant presque. C'est alors qu'Amélie se leva, tenant une lettre écrite par sa mère, Jeanne. « Cette lettre prouve que vous saviez qui j'étais bien avant l'accident, et que vous avez utilisé cela pour tenter de nous briser. Vous n'êtes pas seulement un criminel, vous êtes un lâche. » Verdier perdit son sang-froid. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous montrer ce que c'est de perdre tout ce qu'on a construit, » cria-t-il, révélant involontairement son implication. Les caméras capturèrent chaque mot. Jacques et Amélie se regardèrent, sachant qu'ils avaient enfin obtenu ce dont ils avaient besoin. Verdier fut arrêté quelques heures plus tard, son empire s'écroulant sous le poids des accusations. Mais pour Jacques et Amélie, ce n'était pas seulement une victoire contre un ennemi, c'était un moment de rédemption. Jacques, dans un geste symbolique, annonça qu'il allait céder une grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives, en l'honneur de Jeanne et d'Amélie. Alors qu'il quittait la salle de conférence, Amélie prit la main de Jacques pour la première fois. « Merci, papa » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Jacques serra sa main, incapable de parler, mais son regard disait tout. Ils avaient traversé les flammes ensemble et en étaient ressortis plus forts. Mais un nouveau chapitre les attendait, un chapitre où ils pourraient enfin reconstruire ce qui avait été perdu. Chapitre 10. Retrouvailles douloureuses. Après la chute de Verdier, Jacques et Amélie s'efforcèrent de trouver une forme de normalité. Mais les cicatrices émotionnelles laissées par les événements récents ne s'effaçaient pas facilement. Jacques, désormais déterminé à bâtir une relation avec sa fille, invita Amélie à passer quelques jours dans son domaine à la campagne. Un endroit loin de tout cela, pour que nous puissions parler, vraiment parler, avait-il suggéré. Amélie, bien que réticente, accepta. Le domaine de Delacroix était somptueux. Une vaste propriété entourée de vignobles et de jardins impeccables. Mais pour Amélie, cet opulent décor contrastait trop violemment avec la vie modeste qu'elle avait menée. Chaque pièce semblait murmurer des souvenirs d'une vie qu'elle aurait pu avoir. « C'est tellement différent », murmura-t-elle, en caressant une vieille photo de Jacques jeune, posée sur un buffet. « Ce n'est pas une maison », répondit Jacques en entrant dans la pièce. « C'est un musée de mes erreurs. » Ces mots surprirent Amélie. Elle ne s'attendait pas à une telle honnêteté de sa part. Au cours des jours suivants, père et fille explorèrent ensemble les souvenirs du passé. Jacques lui montra des lettres et des photos de Jeanne qu'il avait gardées secrètement, révélant des fragments de son amour perdu. Amélie, bien que touchée par ses efforts, restait sur ses gardes. « Pourquoi avoir gardé tout cela si vous l'aviez abandonné ?» demanda-t-elle un soir, le ton empreint d'une douleur retenue. Jacques baissa les yeux.
parce que je savais que j'avais fait le mauvais choix, et parce que je savais qu'un jour, peut-être, je devrais répondre de mes actes. Mais le calme fragile de ces retrouvailles fut perturbé lorsqu'Amélie reçut un appel inattendu. Une vieille amie de sa mère, Marguerite, avait entendu parler des récents événements et souhaitait la rencontrer. « Il y a des choses que vous devez savoir sur Jeanne », lui dit-elle d'une voix pressante. Amélie accepta immédiatement. Lorsqu'elle arriva chez Marguerite, une petite maison nichée dans un village pittoresque, elle fut accueillie par une femme âgée, mais encore vive. « Tu ressembles tellement à Jeanne », dit Marguerite en l'embrassant. Elles s'installèrent autour d'un thé et Marguerite commença à parler. « Jeanne t'aimait plus que tout, mais elle portait un lourd fardeau. Elle ne m'a jamais tout dit, mais elle m'a confié qu'il y avait des choses qu'elle avait cachées, même à Jacques. Des choses qui la hantaient. » Amélie fronça les sourcils. Comme quoi, Marguerite hésita, cherchant ses mots. « Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'elle essayait de te protéger de quelque chose. Elle parlait souvent de dettes qu'elle devait régler, mais elle ne disait jamais à qui. » Ces révélations troublèrent Amélie, mais elles ajoutèrent aussi une couche de mystère au passé de sa mère. De retour au domaine, elle confronta Jacques avec ce qu'elle avait appris. « Connaissiez-vous ces dettes? Saviez-vous que maman vivait dans la peur ?» Jacques, visiblement bouleversé, secoua la tête. « Non, mais je te promets que nous trouverons la vérité. » Alors qu'il commençait à reconstituer les pièces manquantes, Amélie ressentit pour la première fois un véritable lien avec son père. Mais elle savait que pour avancer, ils devaient affronter non seulement leurs propres démons, mais aussi ceux de Jeanne, dont les secrets semblaient encore peser sur leur vie. Chapitre 11. La vérité cachée. Jacques et Amélie plongèrent dans les souvenirs du passé de Jeanne, déterminés à percer les mystères qui semblaient encore hanter leur présent. Amélie, armée des révélations de Marguerite, passa des heures à trier les affaires de sa mère, dans l'espoir de trouver des indices supplémentaires. Une vieille boîte, poussiéreuse et verrouillée, attira son attention. Après avoir fouillé dans les tiroirs du bureau de Jacques, elle trouva une petite clé rouillée qui, à sa grande surprise, ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des documents bancaires, des lettres codées et une photo déchirée montrant Jeanne en compagnie d'un homme inconnu. Amélie tendit les papiers à Jacques, ses mains tremblant d'excitation et d'appréhension. « Regardez ça, qui est cet homme ?» demanda-t-elle, pointant la photo. Jacques, en étudiant l'image, sentit une sueur froide descendre le long de sa colonne vertébrale. « Je crois que c'est Gérard Laval, » murmura-t-il. « Un homme que j'ai rencontré brièvement dans les cercles d'affaires il y a des années. Il était connu pour prêter de l'argent à des taux exorbitants. » Amélie fronça les sourcils. « Vous pensez que maman avait des dettes envers lui ?» Jacques acquiesça lentement. Si c'est le cas, cela expliquerait pourquoi elle vivait dans la peur. Gérard Laval n'était pas un homme à prendre à la légère. Décidé à en savoir plus, Jacques contacta Clément Roche pour qu'il enquête sur Laval. Quelques jours plus tard, Clément revint avec des informations troublantes. Gérard Laval est toujours actif et son nom apparaît dans des transactions liées à des activités criminelles. Mais ce n'est pas tout. Jeanne n'était pas seulement une de ses débiteurs. Elle semble avoir travaillé pour lui pendant une période. Amélie sentit son cœur se serrer. « Travailler? Vous voulez dire qu'elle faisait partie de ces affaires illégales ?» Clément hocha la tête avec hésitation. « Il semble que oui, mais peut-être contre son gré. Il y a des mentions de menaces envers elle dans des documents que j'ai trouvés. Laval utilisait souvent des méthodes d'intimidation pour forcer les gens à collaborer. » Jacques, rongé par la culpabilité, posa une main sur l'épaule d'Amélie. « Si j'avais su, si je n'avais pas été aussi aveugle à ce qui se passait… » Mais Amélie le coupa. « Ce n'est pas le moment de regretter. Ce que nous devons faire, c'est affronter cet homme et obtenir des réponses. » Clément organisa une rencontre discrète avec Laval dans un café isolé. Jacques et Amélie s'y rendirent, préparés à tout. Laval, un homme au regard perçant et au sourire narquois, les accueillit avec une fausse cordialité. « Jacques Delacroix, quel plaisir inattendu !» dit-il, ses yeux se posant brièvement sur Amélie. « Et vous devez être la fille de Jeanne. Elle était spéciale. » Amélie, ignorante de ces insinuations, le regarda droit dans les yeux. « Dites-moi ce que vous savez sur ma mère. Pourquoi travaillait-elle pour vous? Pourquoi avait-elle peur de vous ?» Laval, amusé par sa détermination, répondit d'un ton léger. « Jeanne avait un talent pour résoudre des problèmes, mais elle avait aussi un don pour se mettre dans des situations impossibles. Elle m'a dû de l'argent,
et disons qu'elle a remboursé sa dette de plusieurs façons. Jacques, furieux, se leva brusquement. « Vous l'avez exploitée, vous l'avez détruite !» Laval haussa les épaules, imperturbable. « Personne ne l'a forcée. Elle a fait des choix. Vous voulez la blâmer ou vous-même pour l'avoir abandonnée ?» Amélie, les larmes aux yeux, se leva à son tour. Elle n'avait pas le choix. « Et vous le savez, vous l'avez manipulée, mais cela s'arrête ici. » Laval éclata de rire. « Vous êtes courageuse, je vous l'accorde. Mais vous devriez faire attention. Fureter dans le passé peut être dangereux. » Jacques serra le poing, prêt à riposter, mais Amélie le retint. « Nous savons maintenant la vérité, et nous trouverons un moyen de la rendre publique. Vous ne pourrez plus faire de mal à qui que ce soit. » Alors qu'ils quittèrent le café, Laval les observait, un sourire sinistre sur le visage. Le combat était loin d'être terminé, mais Jacques et Amélie savaient qu'ils avaient franchi une étape cruciale. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait ensuite. Chapitre 12. Un nouveau départ. Quelques semaines après leur confrontation avec Gérard Laval, Jacques et Amélie commencèrent à poser les bases d'un nouveau chapitre de leur vie. Bien que Laval soit toujours en liberté, ses menaces avaient perdu de leur pouvoir face à la détermination du père et de la fille. Avec les preuves collectées par Clément Roche, ils entamèrent une procédure légale pour exposer les crimes de Laval et obtenir justice pour Jeanne. Pendant ce temps, Jacques fit un geste inattendu. Lors d'une conférence de presse organisée dans ses bureaux parisiens, il annonça publiquement sa démission de la présidence de son entreprise. « J'ai passé ma vie à construire un empire en oubliant les choses essentielles. Aujourd'hui, je souhaite rediriger mes ressources pour soutenir des causes qui comptent vraiment, comme la lutte contre la pauvreté et le soutien aux familles en difficulté. » Amélie, présente dans la salle, sentit une vague de fierté mêlée d'émotion. Ce geste n'effaçait pas le passé, mais il marquait un tournant. Jacques n'était plus l'homme égoïste qu'elle avait découvert après l'accident. Cependant, un événement inattendu marqua leur parcours. Un matin, Amélie trouva une enveloppe glissée sous la porte de son appartement. À l'intérieur, une lettre signée par Laval lui-même. « Vous avez gagné cette bataille, mais souvenez-vous que tout a un prix. Votre mère connaissait ce prix, et vous le découvrirez aussi. » Ces mots, bien que menaçants, renforcèrent sa détermination. « Il ne nous fera plus peur », déclara-t-elle à Jacques. Avec le soutien de Clément, ils intensifièrent leur campagne pour démanteler le réseau de Laval. Plusieurs anciens associés de Laval commencèrent à parler, révélant l'étendue de ses crimes. Peu à peu, l'étau se resserra autour de lui. Un matin, Clément annonça à Jacques et Amélie que Laval avait été arrêté. « Il n'aura plus le pouvoir de nuire à quiconque », dit-il avec un sourire de satisfaction. Cette victoire marqua un tournant définitif. Amélie, inspirée par l'exemple de sa mère et par les efforts de rédemption de son père, décida de s'engager dans des œuvres caritatives, utilisant son expérience pour aider des femmes en situation de vulnérabilité. Jacques, quant à lui, trouva une nouvelle forme de paix en soutenant les projets de sa fille et en acceptant enfin son rôle de père. Un an plus tard, Jacques et Amélie se rendirent ensemble au cimetière où Jeanne reposait. Devant sa tombe, ils déposèrent un bouquet de pivoine, les fleurs préférées de Jeanne. « Maman aurait été fière de toi », murmura Amélie, les larmes aux yeux. Jacques, la voix brisée par l'émotion, répondit « C'est elle qui nous a réunis, je ne l'oublierai jamais ». Alors qu'ils quittaient le cimetière, le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville dans une lumière dorée. Pour la première fois depuis des décennies, Jacques et Amélie ressentaient une véritable sérénité. Leur voyage avait été marqué par la douleur, les révélations et les sacrifices, mais il leur avait offert quelque chose de précieux, une seconde chance. Et dans cette nouvelle vie, ils étaient enfin prêts à avancer, main dans la main, avec l'héritage de Jeanne comme guide. La vie est pleine de choix, certains faciles, d'autres déchirants. Que feriez-vous si votre passé venait frapper à votre porte? Ou chargé de secrets et de regrets, auriez-vous la force de faire face à vos erreurs, de chercher la rédemption, ou préféreriez-vous fuir? Cette histoire nous rappelle que chaque décision que nous prenons laisse une trace, et que le chemin vers la paix intérieure demande du courage et de l'humilité. Peut-être que, comme Jacques et Amélie, nous devons parfois revisiter les moments les plus sombres de notre vie pour découvrir une lumière insoupçonnée. Et si c'était là la vraie force de l'humanité, apprendre de ses erreurs et choisir d'aimer malgré tout, une leçon de vie qui nous invite à réfléchir sur nos propres relations, nos choix et nos priorités.
Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits aussi puissants et émouvants. Aimez, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et dites-nous en commentaire que feriez-vous à la place du protagoniste. Votre soutien est précieux pour que nous puissions continuer à partager ces histoires uniques. Merci de faire partie de cette aventure avec nous.